Voilà, bonjour mesdames et messieurs, merci à vous tous qui venez de nous rejoindre. Tout le plaisir est à nous de vous savoir très nombreux chez vous pour suivre cette édition. À suivre dans ce téléjournal, mesdames et messieurs, la célébration en différé hier de la journée mondiale de la santé mentale. La journée célébrée sous le thème « Le suicide qui n'est pas une maladie mais un phénomène social » nous apprend que plusieurs causes sont à l'origine du suicide. Reportage Morel Mabélé à suivre dès le début de ce téléjournal dominical. Le gouvernement congolais à la rescousse des populations sinistrées dans la partie nord du pays. Plusieurs convois munis de médicaments et de vivres ont été acheminés hier dans les zones touchées. À la une également, la réunion du panel des syndicalistes d'enseignement qui a rendu compte à la base. Réunion assortie de plusieurs recommandations. Enfin en sport, ouverture toujours hier au gymnase Maxime Matima dans le premier arrondissement de Brazzaville-Makelekele des 37e championnats nationaux de basketball catégorie en lice senior, junior et cadet dans les versions masculines et féminines. Voilà mesdames et messieurs pour les principales têtes de chapitre de ce 14h dominical. Nous sommes bien entendu le dimanche 29 décembre 2019. Une fois de plus, bonjour et merci à vous tous qui êtes présentement à table. Ouvrons cette édition par cette journée mondiale de la santé mentale, comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais, dit un adage. Les psychologues cliniciens congolais évoluant dans la ville capitale ont célébré la journée mondiale de la santé mentale hier samedi au service de psychiatrie du CHU B de Brazzaville, communément appelé Kabano. Le thème choisi cette année est le suicide qui n'est pas une maladie mais un phénomène social. Reportage signé Morel Mabélé, Michael Massamba. Le suicide dans tous ses états, c'est le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale de la santé pour célébrer la journée mondiale de la santé mentale. Chaque année, près de 800 000 personnes mettent fin à leur jour et d'autres plus nombreuses encore font une tentative de suicide. Chaque suicide est une tragédie qui frappe une famille, une communauté ou un pays tout entier et qui a des effets durables sur l'entourage. Cette question a fait l'objet d'une grande réflexion chez les psychologues cliniciens congolais. Ils se sont retrouvés autour des thèmes le suicide chez la femme violée, le suicide chez le retraité, le suicide chez les adolescents et le suicide chez le militaire. Les causes du suicide, qui n'est pas une maladie mais un phénomène social, sont multiples. Ça peut être dû à certaines choses qu'on ne supporte plus dans la vie, par exemple l'humiliation pour une femme violée et pour un fonctionnaire admis à la retraite, vu la conjoncture économique, sa pension ne passe plus et il se sépare avec sa femme et parfois dans la famille et il est accusé de sorcier. Pour ce cadre de la République, il s'est dit la vie n'a plus de sens, je préfère me suicider. Le docteur Godefroy Ngakeni, psychologue clinicien à l'hôpital militaire Pierre Mobengo, revient sur les causes du suicide. Quand ils veulent faire face à cette pression sociale, ils n'arrivent pas. Et certains, et quand ils ont certaines fragilités, veulent donc mettre fin à cette vie qu'ils n'arrivent plus à suivre. Alors le problème, c'est de donner des éléments à ceux qui sont autour, l'entourage, les soignants, de pouvoir déceler les individus qui sont en difficulté. Quand quelqu'un qui avait une vie collective commence à se retirer, à se mettre à l'écart, communique peu, ou encore commence à s'alcooliser, ou à tomber dans des conduites, les drogues et autres, qui commence à avoir des comportements inquiétants, faire des choses qui le mettent en danger. Il faut pouvoir déceler ces personnes-là pour les adresser aux services habilités pour qu'on puisse leur apporter une prise en charge psychologique pour éviter qu'ils fassent ce que nous appelons un passage à l'acte. Le suicide touche des personnes de tout âge et est la deuxième cause de décès dans le monde parmi les personnes âgées entre 15 et 29 ans. Voilà, concernant justement cette journée internationale de la santé mentale, eh bien, Madame Félicité Ntsania, psychologue clinicienne à l'hôpital de base de Makelekele, a édifié l'assistance sur les symptômes qui peuvent emmener quelqu'un à un suicide ou à une tentative de suicide. Elle a fait le témoignage d'une jeune fille violée qui voulait justement se suicider après l'acte sexuel de force. Félicité Ntsania est au micro de Morel Dans nos maisons, dans nos familles, il y a des jeunes
jeunes filles qui sont en train de souffrir. Il y a des jeunes filles qui ont été agressées sexuellement, mais qui n'ont jamais reçu de soins, qui sont là dans les maisons, dans les quartiers. Mais pour éviter que ces filles puissent se suicider, il faut observer les symptômes post-traumatiques que je viens de citer. Ce sont là les facteurs qui favorisent le suicide. Cette fille a tenté de se suicider une fois, à plusieurs reprises. Quand elle finit de poser l'acte, elle se dit, mais pourquoi je ne suis pas morte? Je suis encore là, qu'est-ce que je fais là? Je pensais que j'allais mourir. Et voilà, chaque fois qu'elle tentait, c'est comme ça qu'elle réagissait. Mais aujourd'hui, elle m'a certifié que je ne fais plus ça. Elle veut fonder une famille, elle veut apprendre la couture, elle veut faire beaucoup de choses. Il y a aussi la perte de virginité, où la patiente dit, moi j'ai perdu ma virginité, j'avais promis à mon père que je perdrais la virginité qu'après le mariage. Et en pareille circonstance, la patiente est vraiment dérangée. Il y a aussi d'autres symptômes comme la stigmatisation de l'acte. L'acte s'est passé, dans le quartier les gens sont au courant, ou encore dans la famille les gens sont au courant. La patiente se dit, je n'arrive plus à sortir les amis du quartier, savent ce qu'on m'a fait, et vraiment je ne sais pas quoi faire. Il y a aussi le sentiment d'inutilité. La patiente dit, tel que je suis devenue, qui va encore m'épouser? J'ai perdu ma virginité, c'est fini pour moi. Il y a aussi le sentiment d'impuissance, où quand tu écoutes la patiente te dit, je me suis débattue mais en vain, j'ai crié au secours, il n'y avait personne. Il m'avait attaché les mains, il m'a fermé la bouche et je n'arrivais plus. Et parfois, c'est avec les larmes. Voilà, poursuivant cette édition, je vous l'ai dit tout à l'heure en titre, un convoi routier de 125 tonnes de vivres et de non-vivres et 185 cartons de médicaments a quitté Brazzaville hier samedi. Le deuxième convoi humanitaire destiné aux victimes des inondations dans les localités de Chikapika, Wesso, Pouya, Makwa et bien d'autres a pris le départ à l'Institut des jeunes sourds. C'était devant la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, je cite Antoinette Ntinga Dzondo. Léonide Soumou et Gingolo étaient également là au départ du convoi. C'est un deuxième convoi humanitaire à destination de la zone nord du pays, après le premier convoi qui a pris le départ le 24 décembre dernier au port autonome de Brazzaville. 125 tonnes de vivres et non-vivres et 185 cartons de médicaments et produits pharmaceutiques pour venir en aide aux populations sinistrées victimes des inondations dans les localités de Chikapika, Makwa, Wesso, Pouya et bien d'autres. Ce convoi routier a pris le départ samedi à l'Institut des jeunes sourds sous l'œil vigilant de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Dans ces 3 camions qui vont aller jusqu'à Wesso, ils vont déposer chaque équipe. Dans les véhicules, vous avez 7 équipes. Dans le bateau, c'est 6 équipes. Donc en tout, 13 équipes. Et ces 13 équipes vont travailler avec les équipes locales. Donc, on va distribuer ce qu'on va apporter, mais les équipes vont aussi évaluer les besoins réels. Parce que ce qui part, l'évaluation était basée sur ce qu'on appelle une évaluation rapide. Et à l'époque, nous étions à 50 000 personnes sinistrées. Et au moment où les équipes partent, nous sommes à plus de 180 000. Peu
avant le départ, Antoinette Ndinga-Nzondo a exhorté les chefs d'équipe à travailler de connivence avec les autorités locales pour la réussite de cette action. Pour rappel, 400 millions de francs CFA ont été mis à la disposition du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour assister 50 000 victimes des inondations, conformément à l'évaluation dite rapide faite dès la survenue de cette catastrophe naturelle. La deuxième évaluation fait état de 180 000 sinistrés actuellement. Voilà le départ du convoi humanitaire et au total 7 équipes sont déployées pour ce convoi routier et peu avant le départ, Antoinette Ndinga-Nzondo les a exhortés à travailler ensemble avec les équipes locales et surtout à remettre aux ayants droit ce qui leur revient. Je vous propose d'écouter la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. J'ai cité Antoinette Ndinga-Nzondo, elle est au micro de Léonie Tsoum. Vous allez travailler comme une équipe. Discipline, discipline, discipline et encore discipline. Vos problèmes, vous les laissez ici à Brazzaville. Mais là-bas, vous allez pour travailler, pour aider des gens qui ont besoin d'aide. Vous avez des vivres, ce que vous appelez en termes humanitaires, vivres, non-vivres et des médicaments. Les médicaments, avant de les mettre quelque part, il faut que vous soyez sûr que ces médicaments ne vont pas disparaître pour se retrouver chez quelqu'un qui va les vendre après. Vous avez le détail des médicaments, parce que les médicaments disparaissent souvent. Et après, les gens viennent, ils sont malades, on leur dit de payer, alors que c'est gratuit. Donc faites très, très, très attention. Les autorités locales doivent être les premières à vous dire qu'est-ce qui est plus sûr. Est-ce le centre de santé ou alors chez le sous-préfet? C'est vraiment la cohésion. Vous allez fonctionner comme des équipes. Chaque équipe est une équipe. L'équipe, c'est pas ceux qui viennent de Brazzaville. L'équipe, c'est ceux qui viennent de Brazzaville et ceux qui sont là-bas. Voilà, poursuivons cette édition alors qu'il est 14h. Mesdames et messieurs, passé de 10 minutes à Dolisie où les habitants du quartier d'Imebeko se sont réveillés, les pieds dans l'eau, conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Lorvers, dont les eaux ont fait déborder justement le lit de la rivière de Pimare. Le reportage qui va suivre est signé de notre efficace Aurélien Diengui et de Montez Mavungu. Les populations du quartier d'Imebeko de Dolisie se sont réveillées ce jeudi, les pieds dans l'eau. La pluie qui s'est abattue ce jeudi a surpris par son ampleur. Jamais le quartier n'a vu ses ruelles être inondées. En tout cas, la pluie a commencé aux environs de 3 heures du matin. Elle a pris un peu de la calmie, 1 heure du temps après, vers les 4 heures. Mais les 30 minutes qui ont suivi, elle a redéclenché jusqu'à 7 heures du matin. Et pour une première fois, pratiquement 30 ans ou 25 ans d'existence dans le quartier, mais c'est un événement aujourd'hui. Dans des parcelles, dans la ruelle, les eaux de pluie faisaient leur loi. Documents administratifs, vêtements et autres objets de maison dehors. Et tout le monde était dans le désarroi. Pour se déplacer, tous les moyens étaient bons et ces 3 jeunes ont trouvé occasion pour se distraire aussi. Ce sont les eaux de la rivière le Pinaré qui sont sorties de leur lit, inondant au passage des maisons.
Et puis tout est déjà dehors, les enfants dehors. Heureusement que c'est venu après minuit. Si l'événement s'est passé avant minuit avec les fêtes, je ne sais pas comment d'autres parents devaient se réveiller. Le préfet du département du Niari est descendu ce vendredi sur le terrain pour constater les dégâts par lui-même. Voilà le préfet qu'on n'a pas vu dans les images, malheureusement. C'était là donc le reportage d'Aurélien Ziengui rendu par Giscard Maungu. Au chapitre éducation, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements s'est réuni hier samedi ici à Brazzaville avec la base pour faire le point des engagements réitérés du gouvernement de la République souscrits vis-à-vis des enseignants depuis la fin de la grève de 2013 jusqu'à ce jour. Au sortir de cette réunion, eh bien, ce panel a pris quelques recommandations, notamment le règlement au cas par cas des situations administratives des agents civils de l'État dont les salaires ont été suspendus. Reportage Irma Okonziou, Jaurès et Combat. C'est une rencontre qui a permis aux membres du panel de faire le bilan à mi-parcours, mieux une autopsie sur certains engagements pris par le gouvernement. Engagements au sujet de quelques points énumérés dans leur cahier de charges, ce depuis la fin de la grève des enseignants de 2013 jusqu'à ce jour. Parmi les 5 points, il y a celui de l'allocation des quotas dérisoires de recrutement des enseignants prestataires bénévoles, volontaires et finalistes des écoles de formation professionnels de l'enseignement, lesquels quotas qui ne permettent pas la résolution définitive de l'épineuse question du déficit en personnel enseignant actif dans les écoles jugées criards et la suspension unilatérale du paiement des rappels de soldes d'activité dus aux enseignants sans motif réel, ce depuis 2014. Afin de maintenir serein le climat scolaire en cette nouvelle année 2020, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements a fait quelques recommandations favorables aux enseignants. Le gouvernement sait ce que nous avions retenu avec eux. Nous faisons là état des recommandations. Quand nous parlons des recommandations, vous connaissez la valeur juridique d'une recommandation. Donc, les recommandations ont été prises par le Comité national du dialogue social. Non, nous osons croire qu'une fois de plus, le gouvernement doit comprendre que les enseignants aussi ont été induits de patience. Ils ont compris qu'il fallait quand même que les enfants partent à l'école. Voilà, l'année finie, il n'y a pas eu grève. Donc il faut que l'année qui commence soit quand même meilleure aussi pour tous, que le gouvernement sache que ces revendications-là aussi ne doivent pas être là, éternelles, et qu'on organise chaque fois les conférences de presse pour les mêmes choses. On doit évoluer, on ne doit pas être comme les oiseaux qui font que les mêmes nids. Donc il faut qu'on évolue, que le gouvernement mette en application ces revendications. Ici, de noter qu'en dehors de ces recommandations s'ajoute également la publication de l'arrêté interministériel fixant les montants des primes et indemnités dues aux enseignants, ce conformément aux articles 54 et 55 du statut particulier des agents et cadres de l'éducation nationale et le paiement intégral de la prime d'enracinement. Voilà, au chapitre politique, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, dont les travaux se sont poursuivis hier, et sur le crachoir, plusieurs délégations venues de par le monde, d'Afrique, d'Amérique ou encore d'Asie se sont exprimées. Christy Mationa nous fait le point avec Arnaud Itouba. 2 temps forts ont marqué cette 2e journée du 5e congrès ordinaire du PCT. D'abord, les discours des partis invités, puis les messages des vétérans jeunes et les femmes du Parti congolais du travail. Ces partis partenaires du PCT venus d'autres pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur amitié au PCT. Sur la liste, on peut citer l'UDPS de la RDC, le MPLA de l'Angola, le FPR du Rwanda, le PCC chinois et cubain et bien d'autres. Quant aux partis nationaux alliés au PCT tels que le MAR, le Club 2002,
le MCDDI, pour ne citer que ceux-là. Ces derniers ont assuré leur disponibilité de travailler toujours avec le PCT. Pour réitérer sa loyauté et sa fidélité. Autre temps fort ayant marqué cette deuxième journée du congrès, c'est le message des vétérans et les jeunes. Et Yafo Gaston, cofondateur du parti, lui a plaidé pour l'évolution des jeunes dans le parti. Il faut écouter les jeunes et leur donner les places de responsabilité, a-t-il indiqué. Le parti est arrosé par une jeunesse qui veut apprendre et se mettre en responsabilité. Mais il faut qu'elle soit en mesure d'écouter les anciens. Pour Juste Bernadette Gavé, le PCT ne doit pas être le refuge pour les auteurs de délits économiques et financiers. Camarades congressistes, depuis son élection à la magistrature suprême en 2016, le camarade président du comité central mène une lutte acharnée contre les antivaleurs afin d'améliorer la gouvernance de notre pays. Au moment où notre pays, le Congo, doit faire face à ses engagements envers les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Parti congolais du travail devrait s'investir pleinement dans la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, la concussion, la fraude, le détournement des deniers publics et autres biens de l'État, le trafic d'influence et le clientélisme, pour ne citer que cela. Quoiqu'elle reste attachée au principe de la présomption d'innocence, la jeunesse souhaite que le PCT ne se transforme pas en refuge pour les auteurs des délits économiques et financiers ou de toutes sortes de mauvaises pratiques incompatibles avec sa devise, à savoir tout pour le peuple, rien que pour le peuple. À une année des élections, la jeunesse du PCT a demandé à Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à la présidentielle de 2021. Comme les vétérans et les jeunes, les femmes, elles aussi, ont émis leur vœu d'accompagner Denis Sassou Nguesso, président de leur comité central, dans tous les combats, tout en rassurant leur implication dans le travail bien fait. Les femmes du parti formulent un vœu, celui d'avoir, au sortir de ce congrès, une orientation claire qui garantisse davantage d'efficacité au parti et une implication optimale de la femme dans la gestion du parti et de toutes les sphères de la vie. Le parti a fait que l'on prenne l'option dans la Constitution d'aller vers la parité. Plus de 3000 personnes prennent part à ce 5e congrès ordinaire du PCT qui va tirer ses conclusions ce lundi 30 décembre. Déjà, selon le calendrier des travaux, c'est ce dimanche que les nouvelles instances du PCT seront mises en place. Voilà, fin des travaux du congrès annoncés. Christy vient de le dire, pour demain lundi 30 décembre. Mais hier, à la poursuite des travaux, quelques congressistes rencontrés dans les couloirs de la mythique salle de conférence de Kintélé expliquent ici leurs attentes de ce congrès ordinaire du PCT. Un temps fort également, c'est l'attente du nouveau secrétaire général. Nous les écoutons, ils sont au micro de Christy Mationa et Arnaud Itoba. Voilà, je pense que Christy Mationa, en tout cas, avant la clôture de ce congrès annoncé pour demain, lundi 30 décembre, eh bien, quelques congressistes se sont bien prêtés à son micro dans les couloirs de la mythique salle de conférence de Kintélé. Ils nous expliquent ici leurs attentes de ce congrès du PCT. Nous les écoutons. En tant que congressiste, ce que j'attends de ce congrès, c'est sa réussite. Par rapport au message du président du comité central du parti, qui a demandé que dans l'ordre et la discipline, que les choses se fassent. Et nous le constatons, tout le déroulement. Et ce que j'attends, c'est que le congrès aboutisse et que les instances soient des instances qui obéissent aux recommandations du président du comité central
un peu rajeuni, un peu efféminé, et bref, que toutes les couches se retrouvent pour que le parti soit fort. Les attentes, nous étant jeunes, nous voulons que le PCT devienne plus fort qu'avant. Et nous n'espérons pas braver sur la sagesse des aînés, comme vous venez de le dire. Et donc je vais me réserver en disant, nous aimons apprendre et les attentes, c'est la formation des jeunes au sein du Parti congolais du travail. Quand on tire des leçons du passé, nous avons fauté quelque part et qu'on essaie de faire, qu'on aille de l'avant. Il faut qu'il y ait de la formation pour des jeunes et nous appelons aussi notre très cher patriote, camarade, président du comité central Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature et nous pensons que les choses iront bon train. Pour un parti plutôt qu'à 50 ans. À 50 ans, il n'a que 5 congrès ordinaires. Donc, c'est parlant. Mais aujourd'hui, il est de bonne loi qu'une autre porte puisse s'ouvrir pour une autre génération. Voilà quelques congressistes justement abordés par Christy Mationa et Arnaud Itoba dans les couloirs de la salle de conférence de Kintélé. Magistrats, greffiers et huissiers de justice dotés du matériel approprié afin de leur permettre d'exécuter dignement leurs missions confiées dans leurs structures respectives. C'était hier samedi à l'issue des travaux du séminaire atelier initié à leur intention par la Cour suprême. Les conclusions avec Armand Nsanza, le cadre. Au cours de ce séminaire atelier qui s'est en définitive transformé. Clôturant les travaux, Henri Bouka a invité les séminaristes à matérialiser toutes les décisions prises à l'issue des travaux du séminaire atelier. Un séminaire portant sur l'établissement des pièces d'exécution et la remise des registres des pièces d'exécution aux cours et tribunaux du Congo, tout en rappelant le travail de chacun. Exercer le travail de magistrat, c'est être un homme humble et modeste, discret également, mais tenace et travailleur. L'exécution des sentences pénales en réalité est un immense défi pour nous. C'est un défi que nous allons relever avec succès. Nous sommes l'équipe du changement dans la continuité. Et nous sommes engagés à faire en sorte que, assez rapidement, nous-mêmes, au sein des cours et tribunaux, et la nation qui nous observe, perçoivent le changement, un changement profond et conséquent dans notre manière d'être et de faire. Les séminaristes, composés essentiellement de magistrats, de greffiers et de huissiers de justice, ont été dotés du matériel, des pièces judiciaires et des registres afin de leur permettre d'exécuter soigneusement leurs missions confiées. Ceci intègre bien le processus de réforme et d'innovation initié par la Cour suprême pour l'avenir de la justice congolaise. Le vide a été criard dans le passé, mais aujourd'hui, ce vide est totalement comblé grâce à l'assiduité des séminaristes. D'où la satisfaction du procureur général près de la Cour suprême. Gilbert Mouyabi s'est beaucoup plus adressé au chef des parquets. Vous devez être une sorte d'organe de veille de la constitution des registres, des pièces d'exécution. Un organe de veille pour leur tenue complète, régulière. Et il vous faut comme organe de veille, vous les magistrats du parquet, être prêt à relever les dysfonctionnements dans leur établissement, attirer l'attention des présidents du tribunal de grande instance, des greffiers en charge de cette activité. Les greffiers en charge, nous le savons, font du bon travail, savent faire le travail, mais le contrôle du magistrat du parquet est très important. 2020, année des grands défis pour la justice congolaise, et chacun est invité à se mettre au travail, a ajouté Gilbert
Mouyabi. Voilà du sport. Avant de boucler cette édition, la Fédération congolaise de basketball a procédé hier au lancement des 37e championnats nationaux de basketball dans les catégories senior, junior et cadet dans les deux versions, masculine et féminine. C'était hier, je l'ai dit, au gymnase Maxime Matsima de Makelekele. Objectif, bâtir une équipe nationale des Diables Rouges, basketball digne de ce nom et capable de défendre les couleurs du pays dans les compétitions internationales. Le point de cette première journée avec Evrard Ntikasumba et Patrick Nguye. Longtemps reporté pour diverses raisons, la 37e édition des championnats nationaux de basketball a enfin démarré ce samedi au gymnase Maxime Matima de Makelekele. Ces championnats, qui visent la qualification des joueurs en équipe nationale senior hommes et dames, regroupent 8 équipes en senior hommes, 3 en senior dames, 12 équipes en junior hommes, 4 en junior dames et 7 équipes en catégorie cadette hommes. Pour Bruno Jean-Richard Itoa, président de la Fédération congolaise de basketball, à travers ces championnats, c'est le moment plus que jamais de bâtir une équipe nationale capable de défendre les couleurs du pays en compétitions internationales. Et donc, nous pourrons reprendre notre place dans toutes les compétitions sous-régionales, ici dans la zone 4, compétitions au niveau africain, mais nous pourrons aussi de nouveau organiser des compétitions parce que le Congo est le pays qui a probablement les plus belles installations sportives aujourd'hui en Afrique noire. Donc, jouez bien, distinguez-vous, parce que le DTN est là, il vous regarde, et probablement dans les jours qui viennent, nous allons vous présenter la DTN, la Direction Technique Nationale, et très vite, nous allons commencer à faire le travail d'identification, de recensement des meilleurs athlètes de la nation. La compétition se termine le 30. Toutefois, les négociations se poursuivent avec la Confédération africaine de basketball et la Fédération internationale de basketball afin que ces instances internationales de basket puissent réduire les amendes infligées au Congo pour n'avoir pas organisé l'Afro-Basket en 2017, a renchéri Bruno Jean-Richard Itoa. Je déclare ouvert les 37e championnats nationaux. C'est Pépin Bongoula, directeur national des infrastructures, qui a donné le coup d'envoi de ces 37e championnats nationaux de basketball en lieu et place du ministre des Sports empêché. A noter que pour cette première journée, Sapeli Basket Club, tout de rouge vêtu, a été battu par Basket Club Kara. Voilà, c'est la fin de cette édition au cours de laquelle vous avez suivi, mesdames et messieurs, en différé la journée mondiale de la santé mentale, la journée célébrée sous le thème « Le suicide qui n'est pas une maladie mais un phénomène social » nous apprend que plusieurs causes sont à l'origine du suicide. Le gouvernement congolais à la rescousse des populations sinistrées dans la partie nord du pays, plusieurs convois munis de médicaments et de vivres ont été acheminés hier dans les zones touchées. Vous avez également suivi la réunion du panel des syndicalistes d'enseignants qui a rendu compte à la base, réunion assortie de quelques recommandations. Enfin au sport, Evrard Ntikasumba nous a parlé de l'ouverture hier au gymnase Maxime Matsima à Makelekele des 37e championnats nationaux de basketball dans les catégories seniors et masculines. Voilà, complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition qui se referme. On se retrouve à la prochaine occasion, mais sachez que à cheval donné, on ne regarde pas à la dent. On ne doit pas, oui, critiquer les défauts de ce que l'on a reçu gratuitement. Au revoir et portez-vous bien. C'est mon dernier journal de l'année 2019. En tout cas, bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous. Mais on se retrouve mardi pour faire le point. Mardi, justement, à Mégasport.